Bonjour les amis. Alors, figurez-vous qu'hier j'ai oublié de ramasser les œufs, donc ce matin, voilà, 10 œufs qui sont, ça c'est arrivé pendant l'hiver, hein, ils sont gelés le matin, parce que les poules restent pas dessus évidemment, et on les remet à température ambiante et puis tout va bien. Ils reprennent une nature impeccable pour faire des omelettes, tout ça c'est super. Alors, comme souvent le matin, j'en profite, tant qu'à faire une vidéo, pour vous amener voir le lever de soleil, qui est toujours très très beau. Voilà, mon auréole. Hop, ouf. Voilà, Dina qui est contente, qui sort. Voilà. Bon. Euh, N'oubliez pas de vous abonner. Alors, il y a des trucs, je comprends pas YouTube, parce que si vous voulez, normalement, quand je vois vos commentaires, j'ai un icône qui dit que vous êtes abonné ou que vous postez souvent. Il y a deux icônes en fait. Et des gens me disent, par exemple, je me suis abonné hier, ou je me suis abonné la semaine dernière, et moi je vois rien. J'ai rien. Donc c'est pour ça, des fois, quand je dis bah, abonnez-vous parce que je vois personne d'abonné, bah, c'est YouTube qui fait ça. Parce que bon, c'est bizarre. Bref, ah, ça a bien fondu hein, cette nuit. La neige a pris une forme beaucoup moins lisse là du coup. Vous voyez, avec le vent de la nuit, tout ça. Bon, bah là il fait moins 6 là, donc ça va, c'est pas froid. Voilà, il y a quelqu'un qui arrive. Donc, bah écoutez, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous vous en sortez. Parce que nous on s'en sort très bien ici. Très très bien. Euh, Poutine a fait des nouvelles annonces. Bon, personne n'est stupide. Hein. C'est bientôt les élections, il fait des annonces. Bon. Mais en attendant, les annonces qu'il fait, lui, il les tient. Alors, qu'est-ce qu'il a fait comme annonce? Parce que c'est bien de dire ça, mais du coup, j'essaie de me souvenir et je me souviens plus ce qu'il a dit. Donc, il a dit que les médecins, les infirmières seraient augmentés, donc 50 000 roubles par mois et 30 000 roubles par mois. Mais ça ne concerne pas Elena, malheureusement. C'est que les infirmières dans les hôpitaux. Elena est infirmière dans une usine où il y a un centre médical. Hein. Je vous l'avais déjà dit, ça. C'est une usine avec un centre médical où il y a où vient une fois par semaine un chirurgien, où vient 2 fois par semaine un kinésithérapeute, où vient un dentiste, ce qui fait que les ouvriers de l'usine, qui sont beaucoup quand même, s'ils ont un problème médical, et ben ils perdent pas du temps à prendre une journée de maladie ou 2 ou 3 ou 15, ils vont voir le médecin directement au centre médical et ils sont soignés et puis voilà. Donc c'est pas plus bête. Puis c'est un service que l'usine rend aux gens aussi parce que comme ça les gens s'occupent de leur santé. Donc c'est très bien. Alors, la chienne que je vous ai déjà montrée, qui est un peu jaune, qui vient dire bonjour. Euh, donc, qu'est-ce qu'il a dit d'autre? Qu'est-ce qu'il a dit d'autre? Ça date d'hier, donc bon. Là, je vous parle d'un truc et puis je me souviens plus. De quoi il a parlé? Ah, il a parlé que tous les soldats qui sont actuellement sur le front, quand tout sera fini ou quand ils auront fini leur temps, là, souhaité. Quand ils auront fini leur temps ou quand ils auront fini leur ou quand la guerre sera finie, quoi, ils ont dès à présent le droit de s'inscrire dans n'importe quelle université sans histoire d'examen, de rien du tout. Ils s'inscrivent et ils peuvent apprendre un nouveau métier s'ils ont envie. Voilà. Ça, c'est gratuit, c'est pour les soldats. Ensuite, il a dit, alors concernant les soldats toujours, il a dit que tous les soldats, s'ils le veulent, peuvent
à la fin de leur service, s'inscrire pour travailler dans les collectivités locales. Alors ça va être conducteur de tracteur pour déneiger, ça va être secrétaire de je sais pas quoi, ça va être comptable de je ne sais qui, enfin bon, voilà, donc ils peuvent, il y a un poste qui les attend. Vous sentez la différence entre ce que je vous dis et ce qui se passe en France? Parce qu'en France, moi je me souviens quand j'ai fini l'armée, c'était qu'une merde, quoi. Tu démerde-toi, quoi. Fais ta vie. Euh, T'as servi la France pendant plusieurs années, rien à foutre de ta gueule. Même après 25 ans de flic, rien du tout, quoi. Tout ce qu'ils ont fait, c'est donner la médaille des 20 ans de service, et c'est tout, quoi. Bref, donc c'est ce qu'il a annoncé. Euh, je crois que c'était tout. Mais je croyais qu'il y avait un troisième point. Je m'en souviens. Là, celui-là, je m'en souviens plus. Bon, bref. Bon, toujours est-il que hier après-midi, suite à la vidéo que je vous ai faite et puis dans ce que je vous ai parlé concernant les paras russes, là, j'ai téléphoné à mon copain qui était conducteur de train nucléaire avec un missile nucléaire à l'intérieur. J'ai dit, est-ce que tu pourrais me parler de ça? Il me dit, j'arrive. Donc il est venu hier après-midi, en fin d'après-midi. Et alors, qu'est-ce qu'il m'a raconté? Bon, beaucoup de choses qu'il peut pas raconter. Beaucoup de la taille du train. Alors, ça fait plusieurs centaines, presque 1 kilomètre quoi, de long. C'est un train qui est équipé avec des wagons blindés, avec des tourelles de mitrailleuses, avec je sais pas combien de soldats à l'intérieur qui protègent le train aussi. S'il y a quelque chose, le train s'arrête, les soldats descendent et puis défendent le train. Je crois même que c'est des, si j'ai bien compris, il m'a pas dit, mais je crois que c'est des bérets noirs, là. C'est des les, les soldats d'infanterie de marine. Voilà, donc eux, ils étaient 3 dans la cabine. Ça roule en permanence. Ça roule en permanence et ils se relaient. Donc dormir, c'est les 3-8 en fait, mais à l'avant du train, quoi. Il s'arrête jamais le train. Enfin, il s'arrête des fois, mais bon, pas beaucoup, quoi. Ça va faire peut-être le plein. Je vais pas demandé, tiens, si c'était diesel ou électrique. Je pense que c'est diesel parce que tous les trains russes sont diesel, presque. Euh, Sinon, le missile qu'il y a dedans, bah, vous pensez bien qu'il ne me l'a pas dit. Il avait un test de radioactivité à faire tous les jours, qu'il avait sur sa combinaison de travail. Donc voilà, bon, bah, ça a toujours été négatif. Donc ça veut dire que le missile en lui-même était bien isolé, et le wagon aussi. Donc il m'a expliqué que en cas de besoin, en cas de demande du haut commandement, quoi, le train va à la position qu'on lui indique. Il est prioritaire sur tous les trains, c'est-à-dire tous les autres trains s'arrêtent, de voyageurs, de fret, de tout ça. Il va à sa position, il sort le missile. Alors c'est la même chose que vous savez, les missiles qu'il y a sur les véhicules à 12 roues, là, 12 ou 16 roues, je sais plus, là, les trucs énormes. Bon, bah c'est pareil, hein, ça lève le missile et puis le truc il part à la verticale. Et sur ordre, et ben, le truc il part, quoi. Donc sur 20 ans, 15 ans qu'il a fait, non 15 ans qu'il a fait. Sur 15 ans, il a fait à peu près 5 essais. Il y a eu 5 essais de tir, alors avec des missiles inertes évidemment, mais bon, ils ont fait des essais, donc ça marche très bien. Le train est entretenu comme jamais, c'est-à-dire il est plus entretenu que n'importe quel train qui peut exister en Russie, mécaniquement, moteur, euh, les bogies et tout ça, c'est changé, nettoyé si besoin, et ça peut se faire. Il y a des machines, ils ont des machines spéciales, l'armée, qui peuvent faire ça dans les champs, quoi. Enfin, limite, le train il passe à travers une zone où il n'y a rien, où il n'y a personne, et ben les trucs ils peuvent y aller, et puis ils sont jamais très loin en fait, ils suivent. Voilà. Alors, les soldats, c'est pour ça que le train est assez long, c'est que les soldats, ils ont de quoi dormir, ils ont un wagon pour dormir, un wagon pour manger, un wagon pour faire du sport,
parce que évidemment ils descendent jamais. Et lui et ses deux collègues, alors ils sont, ces deux collègues, il les voit toujours, ils sont amis pour la vie les mecs, hein, parce qu'ils ont fait 15 ans presque tous les trois. Quoi. Donc ils déjeunent dans cette espèce de cabine, mais c'est un wagon spécial où dans cette espèce de cabine il y a des plumards. Évidemment, c'est des plumards, vous savez, un peu comme dans les sous-marins là, sur les côtés. Il y a une petite cuisine. Il y a une table où on peut écrire, on peut tout ça. Internet, tout ça, c'est interdit. Ah, ça n'existait pas quand il y était, vous me direz. Quoique si, à la fin, ça existait, si. Mais bon, pas le droit. Euh, Évidemment, pour pas être repéré, tout ça, c'est normal. C'est des communications radio. Mais la Russie a un système spécial qui... Bon, bref, ça, on m'en a pas parlé, et puis je préfère pas en parler, parce que c'est un truc sensible. C'est des communications qu'on peut pas capter. Bon, mais les autres ont les mêmes, les Français, les Américains, on a la même chose. La preuve dans la police, c'est ce qu'on avait à la fin, le système Acropole, là, avec, parce que... alors ça aussi, tiens, juste une aparté, euh, quelqu'un s'est gavé de pognon avec ça en rétrocommission ou je ne sais quoi, pour que la police ait un nouveau système de communication. Et pourquoi il y a eu ce nouveau système de communication? Parce que il fallait cesser que les camions d'enlèvement, ils écoutent les ondes de la police et ils arrivent avant les policiers sur le lieu d'enlèvement d'un véhicule ou d'un accident. C'est pour ça qu'ils ont dépensé des milliards pour faire ce système radio sur toute la France, avec, codé, crypté. Enfin bon, il y en a un qui s'est gavé, quoi, parce que ça sert à rien. Quoi. Ça n'a aucune utilité, vraiment, aucune utilité. Bref, soi-disant qu'on pouvait communiquer l'un avec l'autre et tout ça, ça n'a jamais marché. Je m'en suis jamais servi de ce truc, de ce système de communiquer avec quelqu'un. On savait même pas comment ça marchait. Et puis, bon, bref, c'est de la merde. Quoi. La voix à la radio était pas mieux. Bon, je vous dis, il y en a un qui a pris le marché. Le politique qui a dit oui, il s'est pris des sous. Et comme toujours, c'est comme quand on change les uniformes, c'est comme quand tout ça, il y a toujours quelqu'un qui se gave. Voilà. Et après, on nous dit que c'est la Russie qui a la corruption. Mais la Russie doit faire la même chose, hein. Mais tous les pays, hein, je pense. Hein. Les États-Unis, c'est pareil. Hein. Les milliards qu'ils donnent à l'Ukraine, il y en a, je suis sûr qu'il y en a à peu près la moitié qui revient dans les poches du parti à Biden pour payer les élections. C'est presque certain, ça. Bon, bref, donc le train, voilà. Donc vous voyez, je peux pas vous dire grand-chose, mais toujours que ça existe. Il y en a plusieurs. Il n'y en a pas qu'un. On m'a pas dit combien, évidemment. Ni le nombre de kilotonnes du missile. Je lui ai posé la question, évidemment. Il m'a dit non, 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 je peux pas dire ça. C'est bon, parce que ça bouge, c'est sur Terre, ça bouge sans... Les systèmes à roues, en fait, ils sont dépendants des bouchons, des civils, des accidents sur la route, de tout ça. Le train, lui, non. Lui, il est dépendant de rien, lui. C'est-à-dire, il est prioritaire de tout. Les mecs à la... Comment on appelle ça? Pas la tour de contrôle, mais l'équivalent pour les trains, ils savent où est ce train tout le temps et ils coupent les autres pour que lui passe, quoi. Voilà. Alors, ils ont un ravitaillement, je crois que c'est une fois par mois. Il m'a dit une fois par mois pour ça. Et bon, bah, le diesel ou l'essence, ou je sais pas ce qu'ils mettent dedans, il m'a pas dit. C'est pas du charbon, ça c'est sûr. Euh, Ça, c'est une fois par semaine, je crois. Alors, le train ne va jamais vite, toujours à petite allure, mais il avance, il bouge. Voilà, donc c'est un, quand on dit par exemple les parachutistes, les troupes de marine, les transmissions, tout ça, bon, c'est des unités, c'est spécial, quoi. Vous voyez, ça a un nom. Bon, bah là aussi, ça a un nom. Alors, c'est un nom en russe que je vous répéterai pas parce que je l'ai pas retenu, mais c'est des unités, ils font partie d'un système bien spécifique. Chaque chauffeur et les soldats qui sont dans le train et tout ça font partie de ces unités, de cette unité, on va dire. Vous voyez ce que je veux dire? Comme on dit les parachutistes, comme on dit les troupes de marine, et ben eux, on dit aussi les... voilà.
le nom russe que je vous répéterai pas. Ils ont un patch, il m'a montré ça, le patch d'épaule qu'il avait, ça c'est tout le monde là. Voilà, les grades c'est les mêmes. Lui il était pas militaire, hein. Il était employé par l'armée, mais il n'était pas militaire. Donc voilà. Alors ça, voilà, c'était le petit sujet du jour, pour faire un petit peu la suite des paras, parce que je voudrais vous expliquer un petit peu tout ça aussi, l'armée russe, comment ça, parce que c'est bien de dire l'armée russe, mais il y a quand même des unités prestigieuses. Alors hier, j'espère que j'ai sauvegardé ce site, je me posais la question, vous allez me dire si ça vous intéresse, dans les commentaires. J'ai trouvé un site, alors c'est pas un site de chez moi, c'est un site qui est dans l'Oural, je crois. C'est cet endroit, ils ont fait ce site. J'ai regardé pour les autres républiques, il y a la même chose, mais moins précis. Et là, vous avez toute la liste des héros de l'Union soviétique. Donc c'est la plus grosse médaille qu'on peut avoir en Russie, hein, à l'Union soviétique. Maintenant, c'est héros de la Russie maintenant. C'est-à-dire c'est la même médaille, sauf que maintenant c'est le drapeau russe, qu'avant c'était rouge. Le tissu était rouge. Donc tous ces gens qui ont eu cette médaille pendant la Deuxième Guerre mondiale, eh ben, il y a leur nom, leur date de naissance, la date de leur décès, donc souvent 1973, etc., après la guerre, quand ils ont été vieux. Et ce que ce site a de bien, c'est que quand vous cliquez sur le nom, vous avez ce qu'il a fait. Pourquoi il a eu cette médaille? Parce que tous les autres sites que j'ai trouvés, il y a le nom, il y a pas de date de mort, de naissance, et il n'y a rien d'expliqué pourquoi il a eu cette médaille. Là, ça explique tout, et il y a même la photo des documents originaux où je sais plus comment ça s'appelle, mais vous savez, dans l'armée, si vous faites une action héroïque, votre officier supérieur écrit un rapport qui explique et que, comme quoi, il demande pour vous le grade de je sais pas quoi ou la médaille de je sais pas quoi. Voilà. Donc il y a ces documents que je pourrais essayer de vous lire, enfin qui sont écrits il y a la photo et c'est écrit en plus à côté. Donc je peux faire le système, vous savez, cliquer droit de Google, là, cliquer droit, traduire en français et hop, j'ai tout en français. Donc je pourrais vous en lire quelques-uns si vous voulez, si ça vous intéresse, parce que c'est assez intéressant. C'est la vie des gens avant, voilà, c'est ça vous montre un peu l'héroïsme de ces gens pendant la guerre, parce qu'il y en a. Alors, je vais vous dire une chose, mais je crois que je l'avais déjà dit. On dit toujours qu'il y a eu entre 20 et 25 millions de morts en Union soviétique pendant la Deuxième Guerre mondiale. En Union soviétique, hein, ça veut dire pas que la Russie, ça veut dire aussi la Roumanie, la Pologne, l'Ukraine, la Mongolie, la Géorgie, l'Ouzbékistan, enfin bon, vous voyez, c'est tout ça. C'est pas que des Russes, hein. Et en 1995, je sais pas ce qu'elle attend, elle est au milieu là, elle est assise. En 1995, il a été décidé par des historiens de beaucoup de pays, donc français, russes, anglais, américains, plein de pays, chinois aussi, je crois, de refaire le calcul. Alors, ces gens-là, ils ont donné un résultat en 2020. Vous imaginez? Donc ça fait 25 ans de recherche. Donc avec ces 25 ans de recherche, en fait, ils se sont aperçus d'une chose déjà, c'est que dans les 20-25 millions de morts, il y a les morts, mais il n'y a pas les disparus. Et des disparus qui sont dans des fosses que les SS ont mis quelque part, ou les Banderas et tout le cinéma, là, et ben il y en a qui n'ont pas été retrouvés, quoi. Par exemple, vous savez qu'en France, il y a eu Oradour-sur-Glane. Bon, il y a eu une autre ville aussi où il y a eu ça en France, mais je connais pas les noms. Mais par exemple, en Biélorussie, il y a eu 863 fois Oradour-sur-Glane. C'est-à-dire, il y a eu 863 villages où les gens étaient enfermés dans une maison ou n'importe quoi, et les Allemands ont foutu le feu. Ou les Ukrainiens ont foutu le feu. 863 villages où tout le monde a été tué. Vous vous rendez compte? Et bon, c'est pas bien ce que je vais dire, mais c'est la réalité. Et nous, on chouine pour un village, et on nous parle jamais de ce qui s'est passé en Biélorussie, par exemple. Bon, je trouve ça triste. Bref.
Donc ils ont refait le calcul, et en Union soviétique, hein, je dis bien en Union soviétique, pas que en Russie, hein, en Union soviétique, avec leurs calculs, avec les disparus, avec les nouvelles choses qu'ils ont trouvées, etc., etc., il y aurait eu entre 40 et 45 millions de morts et disparus. Alors, dans les disparus, j'ai un exemple qui peut faire dire qu'il n'est pas mort. Le grand-père de Helena, qui était à la guerre, qui a fait toute la guerre, et qui, en 1945, n'est pas rentré à la maison. Donc tout le monde l'attendait, quoi. Donc la grand-mère, parce qu'à l'époque, vous aviez ni Internet, voilà, vous êtes d'accord, vous aviez ni Internet, le courrier c'était compliqué. Voilà. Il recevait pas de courrier, il recevait rien, la grand-mère recevait rien, les enfants non plus, évidemment. Bon, tout le monde était triste. Limite, il l'avait enterré, mais il voulait pas l'enterrer tant qu'il savait pas officiellement. Il voulait pas le faire. Bon, donc il l'enterre pas. Et en 1946, fin 1946, le voilà qui rapplique à la maison, en expliquant qu'en fait, il avait été envoyé sur le front avec le Japon, parce que en 45, il y avait le Japon, enfin bon, ils avaient été là-bas avec les autres alliés, les Américains, tout, prêts à sauter sur le Japon, et lui, il était parti là-bas. Donc il était là-bas, pas le droit d'en parler, pas le droit de dire où il était, pas le droit d'écrire, pas le droit de rien. Donc voilà pourquoi il n'y avait aucune nouvelle. Et, alors, pour la petite anecdote, il est rentré avec la tuberculose. Donc la tuberculose, hein, il toussait, il a été voir un médecin, et il avait la tuberculose. Donc ici, vous avez beaucoup, et surtout à cette génération là, du grand-père de Helena, les gens se soignaient, les hôpitaux c'était un peu nouveau, quoi. Enfin, ça datait des débuts du 19e siècle, du 20e siècle. Donc il se soignait comme il se soignait, quoi. Il se soignait comme ses parents lui avaient appris à se soigner, ou la grand-mère du village, ou... Vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait, il a dit à sa femme, je prends mes affaires, je pars dans la forêt, et je reviendrai dans 2 ans. Vous imaginez? Vous vous imaginez faire ça? Et il est parti. Et elle a plus eu de nouvelles pendant 2 ans. Donc elle savait qu'il était vivant par des chasseurs ou des pêcheurs qui passaient dans la forêt, parce qu'il n'était pas au bord de la forêt, il était loin, hein. Et puis à qui il disait, dis à ma femme là que je suis là, et c'est ce qu'il faisait. Il disait à sa femme, à la grand-mère, je l'ai vu, ça va. Et il est revenu, il n'avait plus la tuberculose. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a mangé de la chair de castor, et il a bu de l'urine de... alors en russe c'est yénot, en français c'est raton laveur. Voilà ce qu'il a fait pendant 2 ans. Et ben ça l'a soigné, figurez-vous. Plus du bagna presque tous les jours. Donc vous imaginez, le bagna tous les jours, ça veut dire il a coupé du bois, énormément de bois, parce que le bagna ça bouffe pas mal de bois, hein, donc il a dû passer sa vie à couper du bois, quoi. Et puis à chasser. Et il s'est soigné de la tuberculose comme ça. C'est pas incroyable? Donc voilà. Bon, cette petite histoire pour finir, j'espère que c'est un peu le problème, c'est que souvent, comme là pour cette histoire de train nucléaire, je suis assez évasif, parce que je peux pas vous dire, je ne peux pas, j'ai pas le droit, c'est secret normalement, je devrais même pas vous en parler presque. Il y a des trucs, mais bon, j'essaye de vous en balancer un peu quand même. Mais bon, alors il y a des gens qui m'ont déjà reproché sur des commentaires que ce que je disais c'était de la merde. Je disais, bon, ça c'est bon, c'est les gens qui sont, vous savez, vous en avez sur internet là, qui si vous dites un petit mot, un petit truc qui ne correspond pas à ce qu'ils savent de l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale par exemple, ils vont vous en faire un truc, ils vont vous emmerder, limite vous insulter, parce qu'eux ils savent et pas vous. Enfin, pour moi c'est des débiles, hein. Bon bref. Mais heureusement, vous êtes des milliers
à dire l'inverse, à dire que vous aimez bien ça. Le matin, pour votre petit déjeuner. Profitez-en. Allez, moi, je vais aller déjeuner maintenant. Dina, elle est barrée, je sais pas où. Elle était là il y a 2 minutes. Elle disparaît à une vitesse, elle. Elle a dû partir voir ses copains et copines là-bas. Voilà. Donc, la fin de l'hiver. Les petits oiseaux qui sont ici. Ah, il y a un avion. Il y a un avion à hélice. Vous l'entendez? Il est par là. Mais je le vois pas. Il doit être derrière la maison. Alors, j'espère ne pas me tromper, mais souvent je vois passer un Ilyushin 2. C'est un avion biplan russe de la fin de la Deuxième Guerre mondiale, je crois, et qui est toujours en... Enfin, qui vole toujours, et qui servait à transporter. C'était pas du tout un avion de guerre, hein, mais c'est un avion très fiable. Et je sais que quelqu'un doit en avoir un. Et alors, il n'y a qu'un seul aéroport ici, donc il est à 300 bornes. Et de temps en temps, je le vois passer. Ah, te v'là, toi. Te v'là, toi, crapule. Enfin, voilà. C'est le seul avion. Ça y est, bah, je l'entends plus. Là. Bon, il devait être en phase de partir. Non. J'ai pas entendu boum, hein, donc il s'est pas écrasé. Ah, Dina, ça va, ma fille? Tu viens? Tu veux rentrer? Allez. On rentre à ce maison. Voilà. Ça y est, vous avez mangé, vous? Alors, Bellana, figurez-vous qu'elle commence à avoir du mal à grimper. Attendez, je tiens le téléphone pour pas qu'il tombe. À grimper sur sa table, là. Elle commence à avoir un gros ventre. Ça commence à être dur. Voilà. Et là, elle commence à sentir. Là. Elle commence à... Soit elle en a 2 gros bébés, soit 3. Et Joséphine, qui la dernière fois a fait un prolapsus, vous savez, c'est le vagin qui ressort en fait. Et c'est hyper chiant, quoi, parce que dès qu'elle fait un effort, dès qu'elle se lève, paf, ça ressort parce qu'elle pousse sur les abdos, quoi. Et, euh, et c'était vraiment un problème l'année dernière. Et là, elle le fait pas. Donc je pense qu'elle en a que 2, et pas des trop gros. Ou alors peut-être 3 encore, et puis mais 3 petits. Bon, c'est pas grave, hein, ils grandissent après. Voilà. Bon, quelqu'un m'attend impatiemment pour rentrer à la maison. Vas-y là, ça va? On rentre? On rentre à la maison? Oui? Allez, je vous laisse. À plus.